Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous enseigner finalement l'équivalent de la section 3.1. Donc, c'est ça. Donc, la section 3.1 là, du livre là, Physique et Sexy mécanique. La section 3.1, ça parle du travail et de l'énergie cinétique. Avant de commencer comme tel la section 1.1, juste vous mettre un peu en contexte, là, c'est que, bon, avec la section 3.1, on débute donc le chapitre 3. Le chapitre 3, ça s'appelle les principes de conservation. Euh, il y a plusieurs principes de conservation en physique, et nous, en physique en YA, là, dans le cours de physique en YA, dans le chapitre 3 en particulier, on va voir deux principes de conservation, les deux plus importants, probablement, les deux principes de conservation les plus fondamentaux qu'on voit en physique en YA, qui s'appelle le principe de conservation de l'énergie, qui est le premier principe de conservation qu'on va voir là, dans les sections 3.1 à 3.4. Et un peu plus tard, dans le chapitre 3, à la section 3.10, on verra un autre grand principe de conservation qui s'appelle le principe de conservation de la quantité de mouvement. Vous savez peut-être pas nécessairement encore qu'est-ce que ça signifie, c'est pas bien grave, on va voir ça en temps et lieu. Mais d'abord, c'est quoi un principe de conservation? C'est comment on en est venu à ça? Ben, en fait, c'est que il y a des gens, il y a certaines personnes là, qui ont fait des expériences là, au cours de l'histoire, en physique, là, en sciences en général, puis ont remarqué que quand on effectue certaines manipulations, certaines expériences, euh, dans certaines situations, il y avait des choses comme ça qu'on avait remarqué qui étaient conservées, qui étaient constantes, qui restaient toujours les mêmes. Okay? Un exemple d'une observation comme ça, de quelque chose qui était conservé, c'est une expérience qui avait été réalisée par Galilée. Donc lui, il s'intéressait beaucoup là, au plan incliné, à la gravité. Là. Il prenait des petites billes comme ça, puis il les laissait aller, il les laissait tomber dans différents montages. Et il avait remarqué, comme ça, il avait fait une observation, il avait remarqué que si on prend une bille comme ça, puis que on la laisse, on la tient dans nos mains là, avec une vitesse initiale qui est égale à zéro, puis on fait juste la lâcher, on la laisse tomber. Okay? Ben évidemment, ce qui va arriver, c'est que la bille va descendre, donc elle va changer de hauteur. Ça se peut qu'à partir d'un certain moment, elle se mette à remonter, et sa vitesse va changer. Quand on va la lâcher, ben ici, elle va aller de plus en plus vite. Là, quand elle va recommencer à remonter, elle va ralentir. Puis ce qu'avait remarqué Galilée, c'est qu'elle allait toujours revenir à la même hauteur à partir de laquelle on l'avait lâché. Et ce, peu importe la forme que notre parcours avait. Donc même s'il y avait une forme un peu asymétrique comme ça, là, quelque chose qui descend plus vite au début puis qui remonte plus lentement vers la fin, ou quelque chose qui était symétrique, il avait remarqué qu'il a fait plusieurs expériences, plusieurs tests, et il avait remarqué que dans tous les cas, la bille remontait toujours exactement au même endroit. Il a fait d'autres genres de tests là, avec des pendules, par exemple. Il avait remarqué que lorsqu'on laissait osciller librement un pendule, la bille allait toujours revenir exactement à la même hauteur initiale à partir de laquelle on l'avait lâché. Et c'était même vrai si on se mettait à changer un petit peu notre système. Il avait donc placé, par exemple, un clou ici qui venait modifier un petit peu la trajectoire du pendule. C'était plus simplement un pendule là, qui faisait une belle trajectoire symétrique. Donc, c'était une trajectoire à partir de laquelle on avait un obstacle. La trajectoire était modifiée, était entravée là, par la présence du clou ici. Mais malgré tout, on remarque que la bille revenait exactement au même endroit. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui est conservé dans certaines expériences. Il y a plusieurs choses qui sont conservées en physique. On peut penser par exemple là, à un truc que vous allez voir un peu plus en physique NYB qui s'appelle le principe de conservation de la charge électrique. Donc on a déjà remarqué que quand on fait certaines expériences, la charge électrique ne peut pas apparaître, ne peut pas disparaître non plus. Il faut que la charge totale reste la même. Ça peut arriver qu'il y ait des expériences là, dans lesquelles vous avez des charges électriques qui changent d'endroit, donc des particules qui étaient pas chargées au départ, puis là ils font une réaction, ils deviennent chargés à la fin, mais il faut toujours que la charge électrique reste la même, la charge électrique totale au début et à la fin de l'expérience reste la même. Okay? En tout cas, c'est juste des exemples comme ça, mais c'est juste pour dire qu'il y a eu des observations comme ça qui ont été faites, et on s'est rendu compte qu'il y avait une façon de calculer ce qu'on appelle l'énergie. Okay? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'énergie, en fait, ce qu'on appelle le principe de conservation d'énergie, c'est que cette énergie-là, elle va être conservée. Okay? Si on regarde un exemple ici, là, on sait que si on prend par exemple une masse, un objet,
qui est placé là, qui a une certaine hauteur initiale, qui va à une certaine vitesse. Donc imaginez un bloc qu'on a poussé, qui arrive comme ça vers la droite à une certaine vitesse. C'est sûr que si on fait glisser le bloc le long d'une pente comme ça, puis qu'ensuite le bloc va remonter le long d'un plan incliné, ben sa hauteur va changer. Hein. Au début, il va être à une certaine hauteur, puis ça, il va perdre la hauteur, là, il va regagner de la hauteur. Sa vitesse va changer aussi. C'est sûr que quand le bloc va descendre ici, il va se mettre à aller de plus en plus vite. Quand il va remonter, il va perdre un petit peu de vitesse, il va atteindre une vitesse finale à la fin. S'il remonte exactement à la même vitesse, à la même hauteur que sa position initiale, la vitesse finale qu'il va avoir ici va être exactement la même vitesse que celle qu'il possédait au début. Donc, vous allez voir, là, il y a des façons qu'on peut calculer tout ça. C'est ce qu'on va calculer, on va appeler ça des calculs d'énergie. On va calculer l'énergie cinétique du bloc à l'instant initial puis à l'instant final, par exemple. On va calculer ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, quand le bloc va changer de hauteur, il va changer d'énergie potentielle gravitationnelle également. Puis ce qu'on va se rendre compte là, tout au long du chapitre 3, c'est que l'énergie est conservée. Donc l'énergie peut changer de forme, elle peut se transformer là, entre de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, mais la somme de l'énergie totale, la somme de toutes les énergies à l'intérieur d'un problème va rester la même. C'est donc c'est pour ça qu'on dit que l'énergie va être conservée. On appelle ça le principe de conservation de l'énergie. À quoi ça sert d'apprendre ça? Pourquoi on vous fait apprendre ça là, au chapitre 3, le principe de conservation d'énergie? C'est parce que ça peut nous permettre de résoudre des problèmes qu'on serait incapable de résoudre autrement. Okay? C'est sûr que jusqu'à présent, vous avez déjà fait un petit peu de physique. Là, vous avez fait le chapitre 1, le chapitre 2, vous avez vu les équations de la cinématique, vous avez vu le chapitre 2, on peut faire F égale à ma. Vous êtes déjà capable de trouver, par exemple, c'est quoi les forces là, qui agissent sur un bloc, sur un plan incliné. Vous seriez déjà capable de trouver, par exemple, c'est quoi l'accélération qu'un bloc aurait là, si on le laissait glisser ou si on le laissait tomber là, comme ça sur un plan incliné. C'est vrai, ça pourrait déjà se faire avec la deuxième loi de Newton, donc la théorie qu'on a vue dans le chapitre 2, sauf que si on regarde un cas un petit peu plus compliqué, comme ce que vous voyez ici, donc si on a un bloc qui descend une espèce de pente comme ça, mais c'est pas un beau plan incliné là, qui a toujours un angle qui est constant, c'est un angle qui va varier constamment. Okay? Fait qu'on pourrait pas utiliser l'équation F égale à ma pour résoudre ça. On pourrait pas calculer, par exemple, c'est quoi l'accélération à chaque instant. Ce serait beaucoup trop compliqué. En fait, je dis que ce serait impossible. C'est pas vrai, là. Ça se ferait, honnêtement, pour vrai. Il faudrait utiliser juste quelque chose de beaucoup plus compliqué, par exemple des calculs différentiels et intégrales, parce qu'à chaque instant, là, comme que la pente va changer ici, ben les angles vont changer, les forces vont changer, la force normale va changer, la force de frottement va changer, par exemple. Et là, si les forces changent à chaque instant, ça veut dire que l'accélération va changer à chaque instant. Si l'accélération change à chaque instant, l'accélération n'est pas constante. Si l'accélération n'est pas constante, ça veut dire que on ne pourrait pas utiliser les équations du MUA, parce que les équations du MUA fonctionnent seulement quand l'accélération est constante. En tout cas, juste pour vous mettre un peu en contexte, vous annoncer un petit peu ce qui s'en vient dans le chapitre 3. C'est juste pour vous dire qu'on va développer là, tranquillement, inquiétez-vous pas, on va y aller étape par étape, mais on va développer ensemble une théorie, une façon d'analyser les problèmes qui n'est pas tant que ça basée sur les forces, mais qui est plutôt basée sur un nouveau concept qu'on va apprendre tranquillement à calculer qui s'appelle l'énergie. Il va y avoir différentes sortes d'énergie et en calculant ces différents types d'énergie-là et en utilisant le principe de conservation d'énergie, ça va nous permettre d'aller résoudre des genres de problèmes comme ça. Donc, si je vous demandais là, quand le bloc va arriver à une certaine hauteur, ça va être quoi sa vitesse à cet instant-là, c'est quelque chose qu'on va être capable de résoudre en utilisant le principe de conservation d'énergie. Et c'est une genre de question qu'on pourrait pas résoudre. On serait pas capable de résoudre ça juste en utilisant F égale à ma, la théorie que vous avez vue dans le chapitre 2. Okay. Si on pousse ça un peu à l'extrême, là, ben on pourrait donc modéliser. C'est un peu ça que les ingénieurs font d'ailleurs quand ils essaient de concevoir des espèces de manèges comme ça dans des parcs d'attractions. Ils regardent par exemple ça va être quoi la hauteur du petit chariot ici là, à différents endroits. Puis si on connaît la vitesse du chariot à un endroit, puis si on connaît sa hauteur et sa vitesse à un certain endroit, on serait capable de calculer, de prédire là, et de prévoir exactement ça va être quoi la vitesse du chariot à n'importe quelle hauteur, donc à n'importe quel instant. Et c'est donc en utilisant l'équation comme ça là, de la conservation d'énergie qu'on peut, exemple, là, concevoir des manèges comme ça de parcs d'attractions. C'est de la vraie physique qui est utilisée dans la vraie vie par les vrais ingénieurs. Ça peut être plus ou moins complexe dépendamment de ce que vous voulez faire, mais c'est en tout cas un exemple dans lequel on utilise le principe de conservation de l'énergie.
Fait que si on y va vraiment avec la section 3.1, la première section du chapitre 3, qui s'appelle le travail et l'énergie cinétique. Donc si vous avez les équations, on va voir là, au cours de cette section-là, et c'est donc deux grands concepts qu'on va devoir éclaircir ensemble dans la section 3.1, donc le travail, premièrement, et l'énergie cinétique. Juste vous mentionner que l'énergie cinétique, c'est peut-être quelque chose, peut-être que ça vous dit quelque chose, l'énergie cinétique, le K est égal à 1/2 mv carré, possiblement que vous avez déjà vu ça au secondaire. On va le revoir là, bien en détail là, ici dans notre cours au cégep. Mais l'énergie cinétique, si vous en rappelez un petit peu, c'est l'énergie qui est reliée au mouvement. Donc plus qu'un objet se déplace rapidement, plus que son énergie cinétique va être élevée. Ça dépend justement de la vitesse. Fait qu'on comprend que si la vitesse est grande, l'énergie cinétique va être élevée. Si vous avez un objet qui se déplace plus lentement, avec une vitesse plus faible, son énergie cinétique va être plus faible. Et dans le cas particulier où on aurait un objet qui serait parfaitement immobile, donc un objet qui ne bouge pas, qui a une vitesse égale à 0, ben son énergie cinétique aussi va être égale à 0. Donc c'est vraiment une énergie qui est reliée au mouvement. Donc ça, on va le voir là, ensemble à la section 3.1. Dans les prochaines sections qui s'en viennent, là, dans la section 3.2, prochaine section, on va voir l'énergie potentielle élastique d'un ressort idéal. Ça aussi, peut-être vous l'avez vu un petit peu au secondaire. On va le revoir là, comme il faut aussi dans notre cours de cégep. À la section 3.3, on va voir l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc ça, c'est l'énergie justement qui est liée c'est pas lié à la vitesse, mais c'est plutôt lié à la position. Donc, c'est quoi votre hauteur là, par rapport à la surface de la planète Terre. Ça va influencer votre énergie potentielle gravitationnelle. On y reviendra à la section 1.3. Les trois énergies-là, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est les trois énergies qu'on va voir dans le cours de physique NYA. Ce sont les trois seules énergies, les trois seuls types d'énergie en fait qu'on va voir en physique NYA. C'est juste ces trois énergies-là qu'on va avoir besoin, nous, pour la session. Mais juste vous mentionner qu'il existe beaucoup d'autres sortes d'énergie que vous verrez plus tard là, dans votre parcours au cégep. Quand vous allez faire le cours de physique NYB, par exemple, le prochain cours de physique, vous allez définir un concept qui s'appelle l'énergie potentielle électrique, donc qui dépend des charges des particules. Si vous avez un objet qui est chargé positivement, un objet qui est chargé négativement, bref, ça dépend de la charge électrique, ça dépend de la distance aussi. Fait qu'il existe une certaine énergie potentielle électrique que vous allez voir en physique NYB. Quand vous allez arriver en physique NYC, vous allez voir aussi, vous allez utiliser l'énergie lumineuse. Des fois, on parle de l'énergie solaire, les panneaux solaires, tout ça. Donc, le rayonnement solaire, ça contient une certaine forme d'énergie. On appelle ça l'énergie lumineuse. Vous allez voir aussi, toujours en physique NYC, l'énergie qui s'appelle l'énergie sonore. Donc, quand on veut produire des sons, pour produire un son, en fait, le son contient une certaine quantité d'énergie. Fait que c'est sûr que si vous avez un haut-parleur que vous voulez utiliser pour produire un son, ben, il faut que ce haut-parleur-là ait accès à une certaine quantité d'énergie pour se mettre en fonction, pour vibrer et produire un son. Évidemment, si vous voulez produire un son qui est plus fort, ça va prendre plus d'énergie, bon, ainsi de suite. Là. Fait qu'il y a une certaine énergie qui est associée à ça. Énergie lumineuse, énergie sonore, comme je disais, vous allez voir ça en physique NYC. L'énergie nucléaire aussi, vous allez voir ça en physique NYC. Fait que c'est juste pour vous dire comme ça qu'il existe plusieurs sortes d'énergie. On pourrait parler aussi, par exemple, d'énergie thermique. Hein, peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, si vous avez déjà fait des cours de chimie. En chimie, on en parle souvent, l'énergie thermique, donc un objet qui est plus chaud, qui est à une température plus élevée, ben, il y a une plus grande quantité d'énergie thermique, par exemple. Il y a d'autres sortes d'énergie aussi qui existent, l'énergie de radiation électromagnétique. Là, si vous avez un objet, bon, comme un éléphant dans l'exemple qui est ici, il y a certaines parties de notre corps qui sont plus chaudes que d'autres. C'est ce qui nous permet de voir des différences là, avec des caméras infrarouges, des détecteurs infrarouges, des espèces de dispositifs comme ça. Bref, c'est juste pour vous mentionner, pour que vous sachiez qu'il existe plusieurs formes d'énergie en physique. Nous, pour le cours de physique NYK, on va seulement étudier là, plus en détail l'énergie cinétique, l'énergie potentielle des ressorts et l'énergie potentielle gravitationnelle, mais bon, il y a plein d'autres formes d'énergie qui existent. Ce qui est intéressant dans le principe de conservation d'énergie, ça nous dit justement que la quantité d'énergie totale que va posséder un système va être quelque chose de constant. Okay? L'énergie comme telle, exemple l'énergie cinétique, c'est quelque chose qui va se mesurer en joules. Okay, donc si vous entendez là, je sais pas, là, un objet qui a une quantité d'énergie cinétique de 100 joules, ben, des joules, c'est l'unité qui est utilisée là, en système international pour parler euh, de l'énergie. Okay.
Un système isolé, c'est, bon, c'est écrit ici dans le livre, là, un système dont les limites sont définies de manière à ce qu'il ne subisse pas d'influence significative en provenance de l'extérieur. Donc, un système isolé, c'est un système qui ne va pas interagir, disons, avec d'autres forces extérieures, d'autres influences extérieures. Donc, c'est un système isolé dans lequel l'énergie va seulement changer de forme. Il n'y aura pas un apport d'énergie dans le système. Il n'y a pas de nouvelle énergie qui va entrer dans le système. Et il n'y a pas d'énergie qui va quitter le système non plus. Toute l'énergie va juste rester dans le système. Elle va seulement se transformer. Et si il n'y a pas de nouvelle énergie qui rentre dans le système, puis il n'y a pas d'énergie qui sort du système non plus, ça veut dire que toute l'énergie qui est là, qui est disponible, qui est présente, ben, elle peut se transformer, mais la somme de toutes les énergies ne va pas changer. L'énergie totale va être conservée. Petit exemple simple pour comprendre ça. Imaginez que vous avez une voiture électrique, une petite voiture téléguidée. Donc peut-être que vous avez joué à ça quand vous étiez un petit peu plus jeune. Qu'est-ce qui se passe quand on met notre voiture téléguidée en marche? Bon, au début, dans la voiture, si vous ne l'avez pas encore mis en fonction, on pense qu'il ne se passe rien, elle ne bouge pas, elle ne roule pas. On pourrait penser qu'elle a zéro énergie, zéro joule. Mais c'est pas vrai parce que dans votre voiture ici, il y a une pile, il y a une batterie qui part, qui va l'alimenter. Donc dans cette pile-là, il y a une certaine quantité d'énergie chimique qu'on appelle, là, qui est comme en réserve, là, qui est dans la voiture, qui attend de se faire utiliser et convertir en autre chose. Quand vous allez mettre votre voiture en marche, qu'est-ce qui va arriver? Il va se produire plusieurs choses, plusieurs processus, mais entre autres, on pourrait écrire ça de manière simplifiée avec une espèce de petit organigramme comme ça. Donc c'est l'énergie chimique qui est contenue dans votre pile ici, qui va se transformer en énergie électrique. Donc ça va alimenter le petit moteur électrique qu'il y a dans votre voiture. Cette énergie électrique-là va ensuite se transformer en plusieurs choses. Il y a une certaine partie de l'énergie électrique qui va servir à mettre votre voiture en mouvement. Donc les roues vont se mettre à rouler, la voiture va se mettre à se déplacer avec une certaine vitesse. Donc ça va lui donner une certaine énergie cinétique, on pourrait appeler une énergie de mouvement aussi. Quand votre voiture va rouler, bien évidemment ça va faire un certain son. Quand le moteur va fonctionner, ça va faire donc ça va faire un certain son. Donc on parle d'énergie sonore. Et aussi, n'importe quelle machine qui fonctionne, un moteur qui va tourner, en fait n'importe quelle machine qui va fonctionner dans la vraie vie, c'est des pièces, toujours des pièces mobiles, des pièces qui vont bouger. Ça peut être des engrenages qui tournent, ça peut être des objets qui montent, qui descendent. Ça va toujours faire un certain frottement. Fait qu'il va y avoir toujours une certaine énergie thermique reliée à ça. Fait que ce qui arrive ici, c'est que c'est vraiment de l'énergie électrique qui s'est transformée. Hein. Une partie de l'énergie électrique s'est transformée en énergie cinétique, une partie s'est transformée en énergie sonore, une partie s'est transformée en énergie thermique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie totale reste la même. C'est juste une conversion d'énergie. Par exemple, si on mettait des chiffres, là, si on disait là, au départ, il y a, je sais pas, on va faire des chiffres ronds, là, mettons on en a 100 joules d'énergie électrique. Mais peut-être que ce 100 joules d'énergie électrique-là s'est transformé, par exemple, en 50 joules d'énergie de mouvement, en je sais pas, là, 20 joules d'énergie sonore et 30 joules d'énergie thermique. Fait que 50 plus 20 plus 30, ça donne 100 joules. Okay? Fait que c'est vraiment là, l'énergie n'est pas apparue, elle n'est pas disparue. Fait que si au départ, dans notre système, on avait 100 joules, ben on va avoir à la fin, encore une fois, 100 joules. C'est le même nombre de joules qu'on va avoir au départ et à la fin. Ça se peut que l'énergie ait changé de forme. L'énergie peut se transformer d'une forme à une autre, mais la somme, le total de toute l'énergie, le nombre de joules total, lui, va rester constant, va rester le même. Comment on fait pour donner de l'énergie à un objet? Okay, ça, c'est une bonne question. Ça va se faire par ce qu'on appelle le travail. Okay? Donc, comment on fait pour donner de l'énergie à un objet? Il faut travailler, il faut exercer un travail sur un objet. La façon la plus simple, évidemment, de donner de l'énergie cinétique, là, par exemple, à un objet. Si vous avez un objet qui est immobile devant vous, puis vous voulez lui donner une certaine énergie cinétique, si vous voulez lui donner une certaine énergie cinétique, ça veut donc dire que vous devez lui donner une certaine vitesse. Comment on peut faire pour donner une vitesse à un objet? Ben, l'affaire la plus simple qu'on peut penser, c'est tout simplement, on va le pousser. On va pousser sur l'objet ou on va tirer sur l'objet. Si on le pousse, mettons, on va prendre un exemple, si on le tire, comme dans la situation 1, ben, si vous tirez sur un objet à l'aide d'une corde, ben, en tirant sur l'objet, qu'est-ce que ça va faire? L'objet va se mettre à bouger. En fait, là, techniquement, c'est qu'en appliquant une force sur l'objet, l'objet a une certaine masse. Donc, si on applique une force sur un objet qui a une masse, on va donner une accélération à notre objet. Si l'objet a une accélération,
sa vitesse va se mettre à augmenter jusqu'à temps qu'il atteigne une certaine vitesse. Puis s'il y a une certaine vitesse, il va donc avoir une certaine énergie cinétique qui est associée à ça. Donc la façon la plus simple, la plus basique qu'on peut penser, c'est si on prend un objet puis on exerce une force sur lui, ben on va exercer un travail sur notre objet. Puis quand on effectue un travail sur un objet, l'objet va acquérir une certaine quantité d'énergie qui va se transformer en énergie cinétique. Okay? Le travail, quand on va écrire des équations, le travail, on va le définir par la lettre W majuscule. Pourquoi W? C'est parce que ça vient du mot anglais work. Work, ça veut dire travail, donc ça commence par W. C'est pour ça qu'on a utilisé la lettre W majuscule. Vous allez voir ça apparaître dans nos équations. Là. W majuscule, ça veut dire le travail. Okay? Les unités du travail, ben, ça va être exactement les mêmes unités que l'énergie. Hein. L'énergie cinétique, c'est des joules, l'énergie potentielle du ressort, c'est des joules, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est des joules aussi. Puis quand on fait un travail sur un objet, le travail qu'on fait sur un objet, ça va directement donner une certaine quantité d'énergie, donc c'est normal que les unités du travail soient aussi des joules. Okay? Un travail sur un objet, c'est le produit d'une force et d'un déplacement. Fait que si vous appliquez une force sur un objet, puis qu'en appliquant la force sur votre objet, l'objet se met à se déplacer, ben, le produit des deux, donc la force multipliée par le déplacement, qu'on voit ici, là, la force F multipliée par le déplacement, qu'on va appeler S, ça va correspondre à une certaine quantité de travail, ou une certaine quantité d'énergie qui va se noter en joules. Donc, dans les unités du système international, là, 1 newton multiplié par 1 mètre, ça va donner 1 joule. Parce qu'une force multipliée par un déplacement, ça va donner une certaine quantité de travail ou une certaine quantité d'énergie. C'est les mêmes unités. Le travail, ça se note en joules. L'énergie, ça se note en joules. Okay. Prenons un exemple super simple. Le cas le plus basic, le plus simple possible qu'on peut imaginer. Imaginez que vous avez un bloc, ici, là, qui a une masse de 0,5 kg. Il est déposé sur une surface. On va supposer que la surface est sans frottement. Fait qu'on simplifie vraiment ça le plus possible. Là. On parle pas de frottement cinétique, on parle pas de frottement statique, juste il n'y a pas de frottement. Okay. Si nous on prend une corde, on attache une corde après un bloc, puis on tire ce bloc-là avec une force de 2 newtons, le bloc va se mettre à se déplacer. Okay. Si on tire tout le temps sans arrêt, le bloc va se déplacer sur une distance super grande. Donc on va juste s'intéresser aux premiers 8 mètres. Donc pendant que le bloc va se déplacer de 8 mètres, des premiers 8 mètres qui va se déplacer. Si on veut calculer, c'est quoi le travail qu'on fait sur le bloc? Fait que si on prend un bloc, on le tire avec une force de 2 newtons, pendant que le bloc se déplace d'une distance de 8 mètres, ça va correspondre à un certain travail. Le travail qu'on fait, c'est juste égal à la force multipliée par le déplacement. Fait que si on a appliqué une force de 2 newtons, puis que notre bloc s'est déplacé d'une distance de 8 mètres, si on fait 2 newtons multiplié par 8 mètres, ça donne 16. Et des newtons fois des mètres, ça donne des joules. Donc ça correspond à un travail de 16 joules. Donc si vous prenez un bloc, vous le tirez comme ça à 2 newtons sur une distance de 8 mètres, vous venez de faire un travail sur le bloc. Vous avez fait un travail qui est égal à 16 joules. Ça, c'est la situation la plus simple qu'on pourrait imaginer. Okay? Imaginons une situation juste un petit peu plus compliquée. La situation qu'on a ici, on prend le même bloc, là c'est encore le bloc de 0,5 kg, encore posé sur une surface sans frottement, sauf que là, au lieu de le tirer à 2 newtons vers la droite, on va le tirer avec une force de 4 newtons. Mais on ne tirera pas avec une force de 4 newtons orientée exactement vers la droite. On va le tirer à 4 newtons orienté à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc on le tire en diagonale. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, en gros, ça va faire à peu près la même chose, hein, parce que si on tire notre bloc comme ça en diagonale, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir tendance à le faire avancer vers la droite. Okay? Puis même que si on regarde notre 4 newtons, là, oui, on effectue une force de 4 newtons en diagonale, sauf que avec l'angle ici, on pourrait décomposer notre force. Okay? Il y aurait une composante horizontale, une composante en X, et il y aurait une composante en Y. Puis si on décompose 4 newtons avec 60 degrés, juste pour regarder la composante en X comme ça, 4 newtons fois le cos de 60, ça donne 2 newtons. Okay. Donc ça va être la même composante en X de la force. Donc si c'est la même composante en X de la force, c'est juste cette composante en X là, dans le fond, qui va servir à faire avancer le bloc. Parce que si on tire à 4 newtons à 60 degrés, c'est sûr qu'il peut y avoir une certaine composante en Y vers le haut. Cette composante-là, ce serait 4 newtons fois le sinus de 60. Ce serait une force, là, une composante en Y de 3,46 newtons ici qui pointe vers le haut. Ce 3,46 newtons-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vraiment servir à faire avancer le bloc. Hein. Tout ce que ça va faire,
techniquement, c'est que ça contribuerait à diminuer un petit peu la force normale qu'il y aurait entre le bloc et le sol. Parce que la force de gravité qui agit sur le bloc a une masse de 0,5 kg, donc on a une force de gravité qui pointe vers le bas, mg. Cette force-là vaut 4,9 N. Fait que si on n'avait pas, dans l'exemple ici, là, si on fait juste tirer vraiment horizontalement vers la droite, si on a une force de gravité de 4,9 N vers le bas, ça veut donc dire qu'on aurait ici une force normale de 4,9 N vers le haut. Ici, si on a déjà une petite composante en Y vers le haut, ben on aurait une force de gravité de 4,9 N vers le bas. La force normale vers le haut, elle n'aurait pas vraiment besoin d'être égale à 4,9 N. En fait, elle serait égale à 4,9 N moins le 3,46 N. Fait que ça ferait juste faire en sorte que la force normale serait un peu plus petite. Mais que la force normale change, ça va pas vraiment influencer à quelle vitesse le bloc va se déplacer. Fait que ça qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est pas vraiment juste la force ou le déplacement, c'est que ça va être un petit peu plus subtil que ça. Ça va être seulement la composante de la force qui est parallèle au déplacement. C'est vraiment juste la composante de la force parallèle au déplacement qui va réellement servir à faire déplacer le bloc, à mettre le bloc en mouvement, puis à donner de l'énergie au bloc, comme de l'énergie cinétique, par exemple. Donc, c'est pour ça que la formule complète qu'on voit à la section 3.1, une des formules importantes de cette section-ci, c'est que le travail, oui, c'est vrai là, que c'est comme le produit de la force avec le déplacement, mais pas juste ça, c'est la force multipliée par le déplacement, multipliée par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Donc le cosinus de l'angle qu'il y a entre notre force et notre déplacement, cet angle-là, on va l'appeler θ indice Fs. C'est l'angle qu'il y a entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Okay. Donc ici, on comprend que si on applique cette équation-là, la force fois le déplacement fois le cos de l'angle qui entre les deux, notre force c'est 4 N, notre déplacement c'est 8 mètres, et l'angle c'est 60 degrés. Donc si on fait 4 N fois 8 mètres fois cos de 60 degrés, ça donne 16 joules, exactement le même chiffre qu'ici. C'est pour ça que j'ai mis les deux situations une en haut de l'autre, c'est pour les comparer. Donc les deux situations sont exactement équivalentes. Fait que tirer un bloc de 2 N horizontalement ou le tirer à 4 N avec un angle de 60 degrés, ça va produire exactement le même travail sur le bloc, ça va lui donner la même accélération, ça va lui faire atteindre exactement la même vitesse finale. Donc au niveau du travail, ce serait exactement l'équivalent. Donc dans les deux cas, vous allez faire un travail de 16 joules sur le bloc. Okay. Comme je disais, c'est une des formules importantes de la section 3.1. Donc, comment on fait pour calculer le travail qui agit sur un objet? Il y a plusieurs façons de le voir. Okay? Donc, en mathématiques, là, si vous avez déjà fait le cours de maths et que vous connaissez des produits scalaires, on pourrait dire que le travail, c'est égal au produit scalaire du vecteur force avec le vecteur de déplacement. En mathématiques, là, quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs de manière très très générale, là, disons le vecteur A, produit scalaire avec le vecteur B, on a ça comme ça, on dit c'est la norme du vecteur A ou le module du vecteur A fois le module du vecteur B fois les cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Okay. On pourrait aussi les écrire en composantes. Fait qu'on écrit le vecteur A là, comme composante x, y, z, puis qu'on écrit le vecteur B en composante x, y, z. Le produit scalaire, là, comme vous allez le voir dans votre cours de mathématiques, c'est le produit des deux composantes en x, plus le produit des deux composantes en y, plus le produit des deux composantes en z. Okay. Ça, c'est les définitions plus mathématiques. Okay. Si nous, on applique ça à notre cas physique là, qui nous intéresse, fait que nous, c'est un vecteur force multiplié par un vecteur produit scalaire avec un vecteur déplacement. Donc, si on écrit l'équivalent de ça, ça va être le module de notre premier vecteur, donc le module du vecteur force, fois le module du deuxième vecteur, la norme du deuxième vecteur, là, qui est vecteur déplacement, et on va multiplier ça par le cos de l'angle qu'il y a entre les deux. Okay. C'est sûr qu'on pourrait écrire nos vecteurs force et déplacement en composantes. Donc le vecteur force aurait la composante là, fx, fy, fz. Puis le vecteur déplacement, quand vous faites un déplacement, vous vous déplacez d'une certaine distance delta x selon l'axe x, delta y selon l'axe y, delta z selon l'axe z. Fait que tu sais, je ne vais pas vous mélanger, là, mais c'est sûr que tout ça ici, ce sont toutes des définitions qui sont équivalentes. Okay? Honnêtement, le L que vous allez utiliser le plus, qui va être la plus utile pour vous, c'est la définition ici. Okay, avec ça, vous allez être capable de faire tous les problèmes là, du chapitre 3. Donc, ça dit simplement que le travail qui est exercé sur un objet, si vous appliquez une force sur un objet, que votre objet se déplace d'un certain déplacement, puis que vous connaissez l'angle qu'il y a entre votre vecteur force et votre vecteur déplacement, faites ce calcul-là,
et c'est ça qui va vous donner le travail que vous avez effectué sur l'objet, et ce travail-là va être en joules. Okay. Juste en passant, là, ce qu'on est en train de voir dans le chapitre 3, puis ce qu'on va voir dans les prochaines sections, 3.1, 3.2 et les suivantes, c'est qu'on va parler en termes d'énergie, hein, comme j'ai dit, énergie cinétique, énergie potentielle et tout. On n'est pas en train de dire que tout ce que vous avez vu dans les sections précédentes, c'est pas bon. On n'est pas en train de juste flusher ce que vous avez vu dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. C'est juste une façon différente d'exprimer les choses. Okay? En fait, la notion d'énergie cinétique, c'est vraiment relié à ce que vous avez vu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, vous avez vu les équations du MUA, entre autres cette équation-là, qui vous dit probablement quelque chose. Et vous avez vu au chapitre 2, les lois de Newton, okay, somme des forces égale à MA. Puis ce que je voulais vous montrer, c'est que l'énergie cinétique, là, 1/2 mv², ça a l'air d'être quelque chose de complètement nouveau. Là, on vous garoche ça comme ça dans le chapitre 3, on vous dit, ah ben là, à partir de maintenant, on va calculer l'énergie cinétique. Il y a des gens, des fois, qui se demandent, ça sort de où cette énergie-là? Ben, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment juste une façon différente d'exprimer les notions que vous avez apprises dans les chapitres 1 et les chapitres 2. Donc, si on regarde l'exemple ici, là, un bloc déposé sur le sol, on tire avec une force en diagonale. Si on veut juste regarder c'est quoi, quelle accélération, par exemple, le bloc va avoir. C'est que le bloc va se mettre à accélérer vers la droite. C'est quoi l'accélération qu'il va avoir vers la droite? Ben, notre force, si on pourrait la décomposer, composante X, composante Y, la composante en X, ce serait F fois cos θ. Puis, si on applique la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces en X égale la masse fois l'accélération en X. Donc, ici, on a juste une seule force en X, c'est F fois cos θ. Elle va être égale à la masse de notre bloc fois l'accélération. Avec ça ici, on peut dire que l'accélération, ça va être F cos θ sur la masse. On va juste isoler l'accélération là-dedans. Maintenant, si vous avez un objet qui était comme ça, qui avait, mettons, une certaine vitesse là, initiale, sur une vitesse, là, Vx0, puis que là, tout à coup, l'objet se met à avoir une accélération, parce que vous appliquez une force sur lui. Ce qui va arriver, c'est que, bon, l'objet va se mettre à accélérer, si l'objet accélère, on avait déjà vu au chapitre 1, qu'il va donc changer de vitesse. Si la force est constante, c'est-à-dire que l'accélération va être constante, et on pourrait à ce moment-là utiliser l'équation du MUA, qui est l'équation ici, qui dit que la vitesse finale au carré égale la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération fois position finale moins position initiale. Faisons juste réécrire ça, juste copier-coller cette ligne-là. Mais l'accélération, on a vu qu'on pouvait aussi dire que c'était F fois cos θ divisé par la masse. Donc on réécrit ça. On va juste remplacer l'accélération par F cos θ divisé par la masse. X moins x0, c'est quoi? Ça va être la position finale de notre objet, moins la position initiale. Donc x moins x0, là, ça va juste nous dire la distance de laquelle notre bloc s'est déplacé. Cette distance-là, ça correspond à la norme du vecteur déplacement. Donc on pourrait juste appeler ça S, là, x moins x0. Si vous avez un objet qui se déplace en ligne droite au long de l'axe x, dire x moins x0 ou S, c'est la même chose. Okay. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que quand on va parler en termes d'énergie, vous allez voir, là, souvent on va utiliser plus la notation I et F. Donc VI pour dire vitesse initiale, VF pour écrire vitesse initiale. Quand on travaillait en cinématique, c'était légèrement différent. On utilisait là, souvent les indices X, X0 pour dire vitesse initiale selon l'axe X, puis VX c'était la vitesse finale. En énergie, on va faire légèrement différent. Okay. Fait que l'équation devient ça ici. Puis F fois cos θ fois S, c'est quoi ça? Ben, F fois cos θ fois S, c'est la même chose que F fois S fois cos θ. Donc, c'est directement la définition du travail. F fois cos θ fois S, c'est la même chose que F fois S fois cos θ. Donc, ça ici, c'est le travail. Donc, ce terme-là, on pourrait dire que c'est 2 fois le travail, qu'on appelle W, divisé par la masse. Donc, on se retrouve à avoir ça ici. Vitesse finale au carré égale vitesse initiale au carré, plus 2 fois le travail divisé par la masse. Si on isole le travail là-dedans, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, il faut multiplier des deux côtés. Il faut multiplier partout par M. Il faut diviser partout par 2. Et juste isoler le travail. Ça nous donne que le travail, c'est 1/2 MVF au carré, moins 1/2 MVI au carré. Fait que ce qu'on remarque ici qui est intéressant, c'est que le travail, on constate que c'est égal à la différence de deux choses, de deux quantités, qui sont, même affaire, là, c'est la même structure, c'est 1/2 fois la masse fois une vitesse au carré. Il y a un des deux termes que c'est la vitesse finale qui a été mise au carré, l'autre terme c'est avec la vitesse initiale. Fait que c'est comme juste la différence de deux termes qui ont la même structure, qui ont la même, sont quand même formule. C'est juste qu'il y en a un qui est final et initial. Puis cette
chose-là, ce terme-là, cette affaire-là qu'on a trouvé, c'est ça qu'on va appeler l'énergie cinétique, c'est ça qu'on va définir comme l'énergie cinétique, qui est donc une énergie qui est associée au mouvement d'une particule. Okay? Fait que tout ça, en fait, juste pour vous dire que tout ce que vous avez vu au chapitre 1 puis au chapitre 2, ça reste vrai. Hein? C'est pas, on vous demande pas juste d'oublier ça puis de flusher ça. C'est vrai et ça reste vrai. C'est juste que au chapitre 3, quand on va parler d'énergie, on n'a pas comme inventé quelque chose de nouveau. C'est juste une façon différente de parler des choses que vous avez déjà vues. C'est juste une façon différente de formuler la théorie que vous avez déjà vue. Mais tout ce que vous connaissez, là, les forces qui font des accélérations, qui font les objets de plus en plus vite, que la vitesse augmente, tout est comme inclus dans cette définition-là de l'énergie, dans cette conservation d'énergie-là qu'on va voir. C'est juste que dans certains cas, vous allez voir pour différentes raisons là, que vous allez comprendre dans les prochaines sections, c'est qu'il y a certains problèmes qu'on peut seulement résoudre en utilisant la conservation d'énergie et qu'on ne pourrait pas résoudre, par exemple, en utilisant les équations du MUA ou la deuxième loi de Newton. Fait que dans certains problèmes, ça va être nécessaire, ça va être essentiel d'utiliser le principe de conservation de l'énergie. C'est pour ça que c'est important de voir ces notions-là. Okay. Comme on a vu ici, le travail correspond à la différence de deux termes. Donc ça correspond à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Si on change les termes de côté, la façon la plus élégante, disons, de l'écrire, la plus logique, la plus compréhensible, c'est d'écrire ça comme ça, qui est une des équations importantes de la section 3.1, qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique, ça se lit comme suit. Ça dit que l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie cinétique initiale, plus le travail total qui a été fait sur un objet. Fait que c'est assez logique dans le fond, c'est que si vous avez un objet, là, vous avez un objet qui avait, peut-être qu'il possédait une certaine vitesse initiale, donc il avait une certaine énergie cinétique initiale. Si vous prenez cet objet-là, qui possédait déjà une certaine énergie cinétique initiale, donc un certain nombre de joules, là, puis que vous effectuez un travail sur cet objet-là, okay, par l'intermédiaire d'une force, vous allez appliquer une force sur un objet, une force pour un déplacement va donner un travail, vous allez effectuer une certaine quantité de travail sur cet objet-là. Du travail, c'est de l'énergie. Vous allez donner une certaine quantité d'énergie à votre objet et votre objet va donc avoir une certaine énergie cinétique finale. Okay. Par exemple, si vous avez un objet qui avait une énergie initiale de 100 joules, ou vous faites un travail de 30 joules dessus, ben, l'objet à la fin va avoir une énergie finale de 130 joules. Au début, il y avait une certaine énergie, vous avez fait un travail, donc vous avez donné de l'énergie à un objet, il va donc avoir une énergie cinétique finale qui va être égale à ce qu'il y avait au début, plus le travail que vous avez fait. Okay. Fait que c'est une autre façon de compter les choses. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois que vous connaissez l'énergie cinétique finale d'un objet, bien évidemment, si vous connaissez l'énergie cinétique, l'énergie c'est 1/mv carré, on peut s'en servir pour trouver la vitesse. Par exemple, dans la situation qu'on a regardé tout à l'heure, la situation 2, on avait déduit ensemble qu'on faisait un travail de 16 joules, parce qu'on avait dit là, la force, fois le déplacement, fois le cos de l'angle, ça donnait un travail de 16 joules. Fait que si on suppose qu'au départ, l'objet était immobile, si sa vitesse initiale c'était 0, ça veut dire que son énergie cinétique initiale c'était 0 aussi. Fait que si vous aviez un objet qui avait au départ 0 joules, puis que vous, avec la force que vous avez appliquée dessus, vous avez fait un travail de 16 joules, ça veut dire qu'à la fin, dans la situation finale, son énergie cinétique finale, ça va être égal à 16 joules. Puis si je vous dis, vous avez un objet qui a une masse 0.5 kg, qui a une énergie cinétique de 16 joules, on peut juste isoler la vitesse dans l'équation de demi carré pour trouver c'est quoi la vitesse qu'il possède. Ça donne une vitesse finale de 8 mètres par seconde. Okay. Fait que c'est juste pour dire que si vous connaissez l'énergie cinétique d'un objet, bien évidemment, vous pouvez connaître sa vitesse et inversement, là, si vous connaissez sa vitesse, vous pouvez calculer son énergie cinétique. Les deux sont reliés ensemble, évidemment. Okay. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait un travail sur un objet, là, ça veut dire qu'on applique une force sur un objet, mais la force qu'on applique sur l'objet, elle peut être dirigée dans n'importe quelle direction. Okay? Elle n'est pas toujours obligée d'être orientée dans le même sens que le déplacement. Elle peut être orientée dans une direction quelconque. Okay? Puis comme l'équation du travail, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux, bien, dépendamment de l'angle qu'on va avoir ici, ça se peut dans certains cas que le travail soit positif. Ça se peut qu'il soit négatif. Puis même ça se pourrait qu'il soit 0, dépendamment de l'angle qu'on va avoir. Puis il y a des gens des fois qui se demandent, ça se peut-tu un travail négatif? Ben oui, ça se peut.
Vous allez voir des exemples. Si vous avez un travail négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez contribuer à ralentir l'objet ou à freiner l'objet. Vous allez faire un travail négatif sur lui. Si vous faites un travail négatif, ça veut dire que vous allez enlever de l'énergie, vous allez retirer de l'énergie à un objet. Fait que si vous y enlevez de l'énergie cinétique, ça veut donc dire que sa vitesse va diminuer. On va faire des exemples, là, vous allez comprendre. On va faire les trois cas possibles. Donc le premier cas, imaginez que vous avez un objet qui se déplace vers la droite. Fait que l'objet avait déjà une certaine vitesse initiale vers la droite, et vous appliquez une force sur l'objet qui forme un certain angle, qu'on va appeler θ fs. Si l'angle qu'il y a entre votre vecteur force et votre vitesse de déplacement, c'est un angle qui est situé quelque part là, entre 0 et 90 degrés. Donc un angle aigu, un angle entre 0 et 90 degrés. Le signe de votre travail va être, ça va être de quel signe? Ça va être plus grand que 0, plus petit que 0 ou égal à 0? Ben, le cosinus d'un angle situé entre 0 et 90 degrés, ça donne un chiffre qui est positif. Puis f, c'est la norme ou le module du vecteur force, puis s, c'est le module du vecteur déplacement. Fait que le module du vecteur force, toujours positif, le module du vecteur déplacement, toujours positif. C'est juste le cosinus de l'angle qui peut changer. Okay. Mais pour un angle entre 0 et 90 degrés, le cos d'un angle entre 0 et 90 degrés, c'est un chiffre qui est positif. Fait que dans ce cas-ci, le travail total serait positif, un travail qui est plus grand que 0. Okay. Fait que si vous effectuez un travail positif sur un objet, l'énergie cinétique, elle va être comment? L'énergie cinétique finale, elle va être comment par rapport à l'énergie cinétique initiale? Elle va être plus grande, plus petite ou égale à 0? Ben, elle va être plus grande. Parce que si vous avez une énergie cinétique initiale, puis que là, vous faites un travail positif, donc si on prend un chiffre quelconque, puis qu'on y ajoute un chiffre positif, c'est sûr que l'énergie finale va être plus grande que l'énergie qu'on avait initialement. Donc ici, l'énergie cinétique finale va être plus grande. Si l'énergie cinétique finale est plus grande, ça veut dire que l'objet va aller plus vite, hein, parce que l'énergie cinétique, c'est relié à la vitesse. Fait que si l'énergie cinétique finale est plus grande, la vitesse finale de l'objet va être plus grande. Fait qu'en faisant ça ici, là, on va avoir contribué à faire aller l'objet plus rapidement. On va y avoir fait un travail positif, donc on peut dire qu'on va y avoir donné de l'énergie, on va l'avoir fait aller plus vite. C'est un peu logique quand on regarde ça, parce que si vous avez un objet qui se déplace vers la droite, puis que vous forcez avec une force qui pointe à peu près vers la droite aussi, à peu près dans la même direction que son vecteur de déplacement, ben on comprend que ça va aider l'objet à avancer de plus en plus vite. Donc vous allez avoir aidé l'objet à se déplacer plus rapidement. Maintenant, on peut faire exactement l'inverse. On pourrait essayer de ralentir l'objet, comme c'est le cas ici. Si vous avez un objet qui, déjà au départ, il se déplaçait vers la droite avec une certaine vitesse, puis que vous venez appliquer une force sur lui, mais une force qui est dirigée un peu là, en diagonale comme ça, qui va être globalement là, vers l'arrière. Donc vous allez juste intuitivement, là, vous voyez que ça va avoir tendance à freiner l'objet. Mathématiquement, à quoi ça correspond? Ben, l'angle entre votre vecteur force et votre vecteur déplacement, vous le voyez ici, c'est un angle qui est entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, c'est qu'est-ce que ça va faire, ça, quand on va faire les calculs? Ben, f fois s fois cos θ. Je rappelle, là, f c'est toujours positif, s c'est toujours positif, parce que f et s c'est juste des normes de vecteurs. Fait que même si votre vecteur f il pointe comme ça, là, en diagonale vers la gauche, le module du vecteur f, c'est quand même quelque chose de positif. Fait que f est positif, s est positif, c'est juste cos θ qui peut être négatif. Puis dans ce cas-ci, si on a un angle entre 90 degrés et 180 degrés, ben le cos d'un angle entre 90 et 180, ça donne quelque chose de négatif. Donc, si on aurait un travail total qui est négatif, et si on effectue un travail total négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enlever de l'énergie à l'objet, ou on va retirer de l'énergie, ou on va voler de l'énergie, appelez ça comme vous voulez, mais ça veut dire que l'énergie cinétique finale va être plus petite que l'énergie cinétique initiale. Et c'est normal, parce qu'on comprend que si on fait ça, là, on va freiner l'objet. Fait que si on fait ralentir l'objet, on va y enlever de la vitesse. Si on y enlève de la vitesse, ça veut donc dire qu'on va y enlever de l'énergie cinétique. C'est pour ça que son énergie cinétique finale va être plus petite que son énergie cinétique initiale. Donc c'est bien logique tout ça. Et il y a un cas un peu bizarre. Qu'est-ce qui arrive si vous avez un objet, disons, qui va vers la droite, et vous appliquez une force exactement vers le haut. Donc une force qui est exactement là, à 90 degrés du vecteur déplacement. On panique pas. On applique la formule, vous allez voir, ça va fonctionner. Fait que F, c'est positif. S, c'est positif. C'est juste des modules. Fois le cos d'un angle de 90 degrés. Cos de 90 degrés, ça donne 0. Fait que ça veut dire que le travail, si on veut le calculer, là, ben, mathématiquement, ça va donner 0. Ici. Qu'est-ce qui arrive si on a un travail qui est 0?
si on regarde notre équation, là, si on a l'énergie cinétique finale égale l'énergie cinétique initiale, plus le travail qu'on a fait. Si on a fait un travail 0, ben ça veut juste dire que KF va être égal à KI. Si KF égale à KI, ça veut dire que l'énergie cinétique n'a pas changé. L'énergie cinétique finale est égale à l'énergie cinétique initiale. Ça veut juste dire que l'énergie n'aura pas changé, donc la vitesse n'aura pas changé non plus. L'objet va pas aller plus vite qu'au début, il va pas aller moins vite qu'au début, il va juste conserver exactement sa vitesse. Puis on le comprend aussi intuitivement. Si vous avez un objet qui se déplace vers la droite, si vous appliquez une petite force comme ça vers le haut, qu'est-ce que ça va faire? Ben, l'objet va pas vraiment aller plus vite, il va pas aller plus lentement non plus. Qu'est-ce que ça ferait pour vrai? C'est que ça ferait juste peut-être diminuer un petit peu la force normale, mais ça va pas faire aller l'objet plus vite ou moins vite. Okay? Fait que ça peut arriver des fois que le travail soit égal à 0. Okay? Fait que tous les cas sont tous inclus, sont tous pensés dans cette formule-là. Fait que vous pourrez toujours juste appliquer ça. Toujours calculer le travail là, comme en faisant la norme du vecteur force fois la norme du vecteur déplacement fois les cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Et ça va vous donner toujours le bon chiffre avec directement le bon signe. Peut-être ça peut être positif, peut-être ça peut être négatif, ou peut-être dans certains cas ça peut être égal à 0. Voyons justement différents exemples. Donc ça, ce sont des questions que j'aurais normalement posées en Vox Pop. Là. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez juste arrêter, là, faire une petite pause dans la vidéo, prendre quelques secondes pour y réfléchir, tenter une réponse, puis appuyer sur Play ensuite là, pour voir la solution. Donc, première situation, si on dit là, Béatrice tient dans ses bras un gros sac d'épicerie. Le travail qu'elle effectue sur le sac, ça va être quoi? Est-ce que ça va être un travail positif, un travail négatif ou un travail nul? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, pensez-y un petit peu, puis quand vous aurez décidé votre réponse, vous pourrez juste continuer pour voir c'est quoi la bonne réponse. Donc, la bonne réponse ici, c'était le numéro C. Okay? Il va faire un travail nul. Pourquoi il va faire un travail nul? Il y a des gens qui disent, ouais, mais là, si elle a un gros sac d'épicerie dans ses mains, là, son sac d'épicerie, il y a une certaine masse, donc il exerce une certaine force vers le bas. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Fait que c'est sûr que si Béatrice veut tenir son sac comme ça, elle doit nécessairement exercer une force vers le haut, qui va être exactement une force égale à la force de gravité. Fait que si le sac, là, je sais pas, là, une force de gravité de 100 newtons vers le bas, ben Béatrice doit exercer une force de 100 newtons vers le haut pour être capable de maintenir son sac dans ses bras. Fait que tu sais, elle va devoir forcer avec ses bras. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Okay? Sauf que le travail, c'est pas exactement la même chose que la force. Rappelez-vous, la définition du travail, le travail, c'est la force fois le déplacement fois le cos de l'angle qu'il y a entre les deux. Fait que même si Béatrice, elle exerce une force avec ses bras pour maintenir le sac dans ses mains, le sac ne se déplace pas. Elle n'est pas en train de déposer le sac sur le sol, elle n'est pas en train de lever le sac dans les airs. Donc, si le sac n'a aucun déplacement, si le déplacement est égal à 0, ben, peu importe l'angle, peu importe la force, quelque chose fois 0, ça va toujours donner 0. Okay? Fait que dans ce cas-là, même si Béatrice exerce une force avec ses bras, là, le travail va être égal à 0 parce que le déplacement est nul. Si S vaut 0, le travail vaut 0. Okay? Fait que ça, c'est important de comprendre ça, c'est que le travail, c'est sûr que c'est relié à la force. Ça dépend de la force. Okay? Si vous appliquez une force, si vous appliquez aucune force, vous n'allez jamais appliquer aucun travail. Fait que pour appliquer un travail, il faut faire une force. Ça, c'est sûr. Là. Fait que c'est relié à la force. Mais le travail, c'est pas juste la force. C'est plus compliqué que ça. C'est la force, fois le déplacement, fois le cos de l'angle entre les deux. Fait qu'il y a comme trois affaires là, ensemble qui servent à faire le travail. Ok, un autre exemple, un autre vox pop. Imaginons qu'on a Albert qui pousse une caisse comme ça vers le sol, sur un plancher. La caisse va se déplacer vers la droite. Donc on a un vecteur déplacement qui va pointer vers la droite comme ça. Dans cette situation-là, dans la vraie vie, là, si un petit bonhomme comme ça, Albert, pousse la caisse vers la droite, on comprend qu'il va y avoir différentes forces qui vont s'appliquer dans la situation. Sur la caisse, il y aurait au moins 4 forces qui s'appliqueraient. Il y aurait une certaine force de gravité qui serait égale à mg, là, qui est vers le bas. Il y aurait une certaine force normale, donc le plancher, là, le sol va pousser la caisse vers le haut. Évidemment, si Albert pousse la caisse, donc la caisse va ressentir une certaine force vers la droite. Et aussi, on pourrait imaginer qu'il y aurait du frottement entre le sol et la caisse. Disons que la caisse est en train de se déplacer comme ça là, vers la droite, donc il y aurait un certain frottement cinétique qui serait dans le sens contraire du mouvement. Fait que si la caisse se déplace vers la droite, il y aurait un certain frottement cinétique qui s'exerce vers la gauche. Okay? Et
Donc, il y a 4 forces différentes. Puis à chaque fois qu'on a une force, on peut calculer c'est quoi le travail qui va être associé à cette force-là. Fait que si on a 4 forces différentes qui s'appliquent sur la caisse, on pourrait calculer séparément 4 valeurs de travail différents. Et si on veut avoir le travail total, on faudra juste additionner ensemble ces 4 travails-là, ces 4 travaux-là. Okay? Donc, on va les décortiquer, chacun des 4. Okay? Donc, on va se concentrer juste pour l'instant sur la force de poussée que Albert fait. Fait que si Albert pousse la caisse vers la droite, puis que on sait que la caisse va se déplacer là, vers la droite, le travail qui est effectué par la force de poussée, est-ce que ça va être un travail positif, un travail négatif ou un travail nul? Pensez-y quelques secondes, faites une pause là au besoin. Donc la bonne réponse, c'est que ça va être un travail positif. Okay? Parce que exerce une certaine force. Fait que la force, le module de la force qu'Albert fait, c'est quelque chose de positif. On connaît pas les chiffres, mais c'est pas grave, c'est juste le signe qu'on veut. Fait que la force est positive, le module du déplacement, c'est positif aussi, c'est un certain nombre de mètres. C'est ça ici qui va nous donner le signe. C'est que ici, dans cette situation-là, le déplacement est vers la droite et la force aussi est vers la droite. Donc les deux pointent exactement dans la même direction vers la droite. Si vous avez deux vecteurs qui pointent exactement dans la même direction, ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est 0 degré. Puis le cos de 0 degré, ça donne 1. Donc on aurait juste le module de la force fois le module du déplacement fois 1. Et ces deux chiffres-là, c'est toujours des positifs parce que ce sont des modules. Donc nécessairement, ça va faire un travail qui est positif. Un travail positif, c'est quelque chose qui a tendance à faire augmenter l'énergie cinétique de l'objet. Fait qu'on comprend que la force de poussée de la caisse, qu'est-ce qu'elle fait comme job? Là? Ben, elle essaie d'augmenter la vitesse de la caisse, ce qui est logique. Okay. Si on regarde le travail qui est exercé, si on veut calculer le travail qui est associé à la force de gravité, fait que pendant que la caisse va se déplacer vers la droite, il va y avoir une force de gravité qui va pointer vers le bas, et le travail qui est fait par cette force de gravité-là va être de quel signe? Positif, négatif, zéro. Pensez-y quelques instants, faites une pause au besoin là, dans la vidéo. Donc la réponse était que la force de gravité va exercer un travail nul. Pourquoi? Okay. Parce que l'angle est 90 degrés. La force de gravité n'est pas zéro. Ça va être une certaine force en Newton. Le déplacement ne sera pas zéro. Ça va être une certaine force de travail, un certain déplacement là, vers la droite. Mais l'angle entre les deux va être égal à zéro. Parce que le déplacement, lui, est vers la droite. Puis la force de gravité est exactement vers le bas. Donc, il y a exactement un angle de 90 degrés entre nos deux vecteurs. Et cos de 90 degrés, ça donne 0. Donc, peu importe c'est quoi la force puis le déplacement, si vous avez un angle de 90 degrés, ça va donner 0. Ça veut dire que la gravité va faire un travail égal à 0. Si une force applique un travail nul sur un objet, ça veut dire que cette force-là n'aura pas tendance à faire aller l'objet plus vite. Elle va pas le faire aller plus vite, elle va pas le faire aller moins vite non plus. Elle va juste avoir aucun effet sur la vitesse de l'objet. Okay. Ça pourrait avoir d'autres effets là, sur la normale, tout ça, mais ça n'aura pas d'influence directe sur la vitesse de l'objet. Allons-y avec la force de frottement. Donc, si la force de frottement, elle agit vers la gauche, puis que la caisse se déplace vers la droite, si on voulait calculer le signe du travail qui est associé à la force de frottement, est-ce que ce serait un travail positif, négatif ou zéro? Pensez-y quelques instants, faites une pause si vous avez besoin. Donc la réponse, c'est que ça va être un travail négatif, parce que ici, la force de frottement pointe vers la gauche, alors que le déplacement, lui, pointait vers la droite. Fait que là, vous avez deux vecteurs qui pointent dans deux directions complètement opposées. Un pointe vers la gauche, l'autre pointe vers la droite. Et mathématiquement, là, si vous avez deux vecteurs qui pointent dans deux directions complètement opposées, c'est qu'il y a un angle de 180 degrés entre les deux vecteurs. Et mathématiquement, cos de 180 degrés, ça donne moins 1. Okay. Donc, ça correspond à un travail négatif. Un travail négatif, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est une force. Un travail négatif, c'est un travail qui a tendance à ralentir l'objet, donc à faire diminuer la vitesse de l'objet. Et on comprend bien dans la situation, effectivement, que si on veut pousser la caisse vers la droite, puis qu'il y a une force de frottement cinétique vers la gauche, qu'est-ce que ça fait, ce frottement-là? C'est que ça nuit au déplacement de la caisse. Donc, le frottement, juste lui tout seul, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de ralentir la caisse. Okay. Et finalement, la force normale, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez le déplacement, regardez la force normale, elle pointe dans quelle direction. Puis d'après vous, le travail que la force normale va exercer, ça va être un travail positif, négatif ou zéro. Pensez-y quelques instants. Faites une pause au besoin.
Donc la réponse, ça va être un travail nul. Okay? Pourquoi? C'est presque la même raison que pour la force de gravité ici, c'est que l'angle entre la force et le déplacement va être égal à 90 degrés. Cos de 90 degrés, ça donne 0. Donc ça fait un travail qui est égal à 0. Ça veut dire que la force normale ne va pas essayer de faire aller la caisse plus vite. Elle ne va pas essayer de faire aller la caisse plus lentement. Elle va juste avoir pas d'impact, pas d'influence sur la vitesse. Okay. Fait que si on résume ce qu'on a vu ici, on a vu que dans le fond, la force de pousser, elle faisait un travail positif, et la force de frottement, elle faisait un travail négatif. Fait que c'est sûr que si on calculait des vrais chiffres, là, on se rendrait compte que le travail qui est effectué par la force de pousser, ce serait un travail plus grand, donc un nombre de joules plus grand que le travail qui est exercé par la force de frottement. Fait que si, je sais pas, là, on va donner des chiffres, là, si le travail exercé par la force de pousser est un travail de, mettons, 100 joules, puis que la force exercée par la force de frottement cinétique serait un travail de, mettons, moins 30 joules, ben, un travail de 100 joules, puis un travail de moins 30 joules, ça fait un travail total de plus 70 joules. Donc, ça veut dire que la caisse aurait une vitesse qui aurait augmenté. Que le bilan global là, de la situation, c'est que la vitesse de la caisse aurait augmenté. Fait que je voulais vous montrer ces petits vox pop là, ces petits exercices là, parce que ça va être important d'être capable de prendre un problème comme ça, de décortiquer les différentes forces qui agissent sur l'objet. Il n'y aura pas toujours juste une force. Souvent, il va y avoir plusieurs, 2, 3, 4, 5 forces ou même plus. Et il faut juste décortiquer tout ça. Il faut calculer séparément le travail qui est exercé par chacune de nos forces. Des fois, il y a des forces qui vont avoir du travail positif. Des fois, il y a des forces qui vont faire du travail négatif. Des fois, il y a des forces qui vont faire du travail zéro. Et en additionnant tous ces travaux-là ensemble, c'est là qu'on va être capable de venir calculer le terme qu'on appelle le travail total. Puis une fois qu'on connaît le travail total, là on va pouvoir utiliser le théorème là, qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que l'énergie cinétique finale égale l'énergie cinétique initiale plus le travail total qui est exercé sur l'objet. Donc, dernière chose qu'on va faire dans la section 3.3, c'est que je vais vous montrer un petit peu, là, vous expliquer rapidement la situation 4. Donc, c'est une situation typique, là, qui est complète. Okay? C'est vraiment, il y a un peu de tout dans cette situation-là. Il y a plusieurs forces là, qui s'appliquent sur l'objet. Vous voyez, il y a 4 forces différentes. C'est-à-dire qu'on va calculer séparément 4 valeurs de travail différents et les additionner ensemble pour avoir notre travail total. Fait que regardons la question. On dit, donc Albert traîne un bloc de ciment de 10 kg sur une surface horizontale en asphalte à l'aide d'une corde inclinée à 30 degrés. Fait qu'on connaît la masse du bloc, on connaît l'angle qu'il y a entre la corde puis l'horizontale, donc un angle de 30 degrés. Il y a un coefficient de frottement cinétique de 0.8 entre le bloc et la surface. Donc il va y avoir un certain frottement cinétique qui va agir vers la gauche. Nous on pousse le bloc vers la droite, le bloc va se déplacer vers la droite et il va y avoir un frottement cinétique vers la gauche. À l'instant initial, le bloc se déplace déjà à 2 mètres par seconde. Fait au début, là, dans la situation initiale, le bloc va déjà à 2 mètres par seconde vers la droite. Donc, ça veut dire que déjà, au départ, il va posséder une certaine quantité d'énergie cinétique. On peut calculer 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc, au début, le bloc a déjà une énergie cinétique initiale de 20 joules. Puis là, ce qu'on dit, c'est que le bloc va se déplacer par la droite. Puis on dit que 5 mètres plus loin, le bloc est maintenant rendu qu'il se déplace à 3 mètres par seconde. Donc sa vitesse a augmenté. 3 mètres par seconde, c'est la vitesse que le bloc va avoir dans la situation finale. Donc on pourrait déjà calculer son énergie cinétique finale, 1/2 fois la masse du bloc, fois la vitesse finale au carré. Ça donne 45 joules. Fait que si on connaît son énergie cinétique initiale, qui était 20 joules, son énergie cinétique finale, qui est 45 joules, ça veut dire qu'on pourrait trouver c'est quoi le travail total. Le travail total qui a été fait, c'est facile, c'est 25 joules. Fait qu'au début, on avait une énergie initiale de 20 joules. On a fait un travail total qui est nécessairement égal à 25 joules. Fait que 20 joules plus 25 joules, ça donne 45 joules. Okay? Fait qu'on le sait que le travail total qui a été fait sur le bloc, dans notre situation, là, pendant qu'il s'est déplacé de son 5 mètres, ça a été un travail de 25 joules. Okay? À quoi va correspondre le travail total qui a été fait? Ben, on sait qu'on a 4 forces qui s'appliquent sur notre bloc. Fait que techniquement, ça veut dire qu'on pourrait calculer 4 travaux différents, 4 valeurs de travail différents, et les additionner ensemble pour avoir notre travail total. Mais dans ce cas-ci, si on regarde comme il faut, comme que le déplacement va être vers la droite, on se rend compte tout de suite là, que la force de gravité
puis la force normale, ils vont pas faire de travail parce qu'ils sont à 90 degrés du déplacement. Le déplacement est vers la droite. Si vous avez une force qui pointe vers le haut ou vers le bas, c'est à 90 degrés du déplacement. Puis si on essaie d'appliquer l'équation, la force fois le déplacement fois le cos de l'angle, cos 90 degrés, ça donne 0. Donc on n'aura pas on n'aura pas de travail. Okay? Les deux seules forces qui vont faire du travail, il y a la force de tension qui va faire un travail, puis il y a la force de frottement cinétique qui va faire un travail elle aussi. Okay? Nous, ce qu'on veut trouver dans ce problème-là, c'est qu'on voulait trouver c'est quoi la force de tension, c'est quoi la force qui va être indiquée par le dynamomètre. Fait que c'est quoi la force de tension pour avoir ces énergies cinétiques initiales et finales-là. C'est ça. Fait qu'on va devoir calculer ça. Le travail qui est fait par la force de tension, le travail qui est fait par la force de frottement. Comment on fait pour calculer le travail qui est fait par une force? On applique notre équation. La force fois le déplacement fois le cos de l'angle qui est entre les deux. Fait que si on veut calculer c'est quoi le travail qui a été fait par la force de tension, fait la force de tension fois le déplacement fois le cos de l'angle qui est entre les deux. Si on veut calculer c'est quoi le travail qui a été fait par la force de frottement, on va dire que c'est le module de la force de frottement fois le module du déplacement fois le cos de l'angle qui est entre les deux. Okay. Nous, on ne connaît pas la force de tension. Fait qu'on ne peut pas vraiment calculer le chiffre ici pour le travail qui est fait par la tension. Par contre, on connaît toutes les informations pour calculer ça ici. C'est ça qu'on va commencer par faire ça. Fait que pour trouver le travail qui est fait par la force de frottement, il faut d'abord trouver c'est quoi le module de la force de frottement. Pour trouver le module de la force de frottement, il faut commencer par calculer c'est quoi la force de frottement. Et pour faire ça, ben, la force de frottement cinétique, on se rappelle, c'est coefficient de frottement fois la normale. C'est ce qu'on a vu, une équation qu'on a vue dans le chapitre 2, je pense à la section 2.5, quand on a vu les forces de frottement statiques et cinétiques. Fait qu'il ne faut pas que vous oubliez ce que vous avez vu dans le chapitre 2. Là. Des fois, on peut s'en servir comme ça. Fait qu'on a besoin de la force normale. Comment on fait pour trouver la normale? Il faut juste faire une petite analyse, là, somme des forces en Y et à la masse pour l'accélération en Y. En Y, l'accélération c'est 0, parce que le bloc il va pas aller dans le ciel, il va pas rentrer dans le plan incliné non plus. Fait que c'est pas que l'accélération Y c'est égal à 0. En Y, on a trois forces. La normale qui est positive, la force de gravité mg qui est négative. Puis notre tension, si on la décompose, on va avoir une composante en Y qui est positive, là, T fois le sin de l'angle phi. Donc on aura ça comme équation. On peut isoler la normale là-dedans. Donc la normale va donner ça comme ça. On ne connaît pas la tension, on ne connaît pas les chiffres encore, fait que ça va rester une variable inconnue. Mais c'est pas grave. On sait que la normale ça va être égale à ça. Donc la force de frottement cinétique, ce serait coefficient de frottement cinétique fois la normale. La normale, on remplace par ça ici. Fait qu'on sait que le module de la force de frottement, c'est ça. Ça, c'est pas le travail fait par la force de frottement, c'est juste le module de la force de frottement. Si on veut calculer le travail qui est fait par la force de frottement, c'est le module de la force de frottement fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Donc, le module de la force de frottement, c'est ça ici, fois la norme du déplacement, qui est 5 mètres, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Et là, on a juste à remplacer les chiffres. Okay? Fait que le coefficient de frottement, on sait c'est quoi, la masse, on sait c'est quoi, G, on sait c'est quoi, juste la tension qu'on connaît pas. L'angle, c'est 30 degrés. La norme du déplacement, c'est 5 mètres. L'angle qu'il y a entre les deux. Fait que l'angle qu'on a entre notre force de frottement, notre déplacement, ben le frottement pointe vers la gauche, le déplacement pointe vers la droite, donc deux vecteurs qui sont complètement opposés. Donc un angle de 180 degrés. Cos de 180 degrés, ça donne moins 1. Fait que si on calcule tous les chiffres, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver une valeur numérique parce que T, on ne le connaît pas. Mais on peut écrire algébriquement que le travail exercé par la force de frottement, ça va être ça ici, là, moins 392 plus 2 fois la force de tension. Puis le travail qui était fait par la force de tension, on ne peut pas vraiment trouver de chiffre là, parce qu'on ne connaît pas encore la force de tension, mais par définition, on sait que c'est le module de la tension fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Donc, tension, on ne sait pas c'est quoi, mais le déplacement, c'est 5 mètres, l'angle, c'est 30 degrés. Donc ça, là, 5 fois cos 30, ça donne 4.33 fois la tension. Fait que le travail total, c'est le travail exercé par la force de tension, plus le travail exercé par la force de frottement. Fait que c'est ça ici, plus ça ici, puis le plus 2t, plus 4.33t, ça devient ensemble, ça devient 6.33t. Fait qu'on peut dire que le travail total, algébriquement, c'est égal à moins 392 plus 6.33 fois la force de tension. Et maintenant qu'on a calculé ça, le travail total, on est en mesure de juste écrire on a juste à réécrire ça, théorème de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique finale
égale l'énergie cinétique initiale, plus le travail total qui a été exercé dans la situation là, par toutes les forces. L'énergie cinétique initiale, on peut le calculer. L'énergie cinétique finale, on peut le calculer aussi. Le travail total, on l'a calculé. C'est quelque chose qui contient une seule inconnue, la tension. Fait que si on écrit notre théorème de l'énergie cinétique, on obtient ça comme ça. C'est l'équation facile avec une seule inconnue. On peut isoler la tension et l'obtenir comme ça. Okay. Fait que je voulais le faire avec vous le montrer puis vous l'expliquer comme il faut là, la situation 4 parce que c'est un problème assez typique, okay, assez classique. C'est juste un bloc là, sur une surface qu'on tire avec une corde. Je dis pas qu'il est facile, là. Il y a beaucoup de petites étapes à faire, puis on comprend, tu sais, que je crois que ça s'illustre très bien, tu sais, comme faut regarder l'objet, faut regarder les forces qui s'appliquent dessus. C'est pas nécessairement toutes les forces qui vont faire un travail, hein, faut être prudent, faut quand même se poser la question, puis on remarque que, ah oui, ok, la normale, on n'en faisait pas, le MG en faisait pas, pour différentes raisons, mais il y a certaines forces qui vont faire du travail, faut les calculer, et on s'énerve pas, on y va étape par étape, on calcule tout ça, et on applique notre théorème de l'énergie cinétique, puis bon, ça donne la réponse là, dans ce cas-ci. Okay. Voilà, fait que je pense que ça fait le tour de la section 3.1. Fait qu'on a vu là, ça vous montre l'essentiel de ça. Fait que voilà pour la section 3.1. Je vais faire d'autres vidéos aussi pour les prochaines sections. Donc voilà, fait que au revoir, à la prochaine.